Des rochers au forme insolite au bord d'un immense plateau calcaire entaillé par un cours d'eau. Voici les gorges de la Cèze au nord-est de Nîmes. L'endroit idéal pour vous inviter à parcourir la garrigue depuis la vallée de la Cèze jusqu'à la splendide cité d'Uzès. Pour nous guider, des femmes, des hommes qui aiment leur environnement, leur patrimoine. Aujourd'hui, cap sur le Gard, des passions d'histoire, des histoires de passion. Nous commençons nos escapades au fil de l'eau, le long de la Cèze, une rivière qui prend sa source en Lozère, puis traverse le nord du département du Gard. Comme tous les cours d'eau de la région, la Cèze a de la personnalité et d'humeur changeante, tantôt douce, calme, avec des eaux translucides, tantôt violente, en furie, hors de son lit. On m'avait dit, Antoine, que la Cèze est une petite rivière, on peut faire du canoë. Là, vraiment, aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Eh ben, c'est vrai que c'est une petite crue qui vient de se déclencher, comme on va dire, chaque année en septembre. Petite crue, c'est-à-dire elle est montée de combien, là? Oh, elle est montée environ de 4 mètres. Ah, c'est une petite crue, 4 Oui. mètres. En pic dangereux, on va dire, c'est 12 mètres. 12 mètres, mais alors ça arrive quasiment au pied Ben du oui, village. là, après, ça peut être catastrophique et il faut être vigilant par rapport à ces choses que les anciens connaissaient, maîtrisaient parfaitement. Aujourd'hui, bon, c'est une société qui est moins attentive à ce genre de phénomène. Donc voilà, il y a ce nettoyage qui perdure, qui est un nettoyage naturel. Qu'est-ce que c'est beau, je suis sous le charme, moi, de ce village. Où on est? On est à Monclus. C'est un village magnifique. On voit bien que les pierres sont omniprésentes. Et au sommet, il y a le donjon. D'ailleurs, c'est une ancienne forteresse, hein, où, comme toutes les forteresses, les villageois venaient se protéger et tout ça. Explique-moi, Antoine, pourquoi depuis la nuit des temps, les hommes s'installent au bord de la rivière, qui, on le voit, peut être dangereuse, alors que là-haut, sur les plateaux, c'est tout tranquille? Eh bien, justement, c'est à cause de ça, puisque les plateaux, c'est du calcaire. L'eau s'infiltre, c'est pour ça que les gens s'installaient plutôt au bord de la rivière. Alors, non seulement il y a une source d'eau, mais j'imagine que c'est aussi un moyen de se déplacer, Et également, de faire du commerce, de peut-être. faire du commerce, ça a toujours été utilisé comme ça. Puis il y a eu quelque chose, notamment César avait dit de la vallée de la Cèze, que l'or y roulait. La plus grosse pépite, soi-disant, faisait presque un demi-kilo, Ah oui. 500 grammes. Et après, il y a une grande activité d'orpailleurs et qui perdure aujourd'hui, mais de façon plutôt touristique. Antoine est un enfant du pays. Il connaît les coins et recoins inaccessibles, les trésors cachés au bord de l'eau. Il nous a promis une étonnante surprise. Le lieu est tout juste incroyable. Là, on est au pied d'une falaise. Ben ça, c'est un ancien monastère bénédictin qui date du XIIe siècle. Et par la suite, c'est devenu une chapelle de Templiers. Mais c'est immense, en fait, à l'intérieur. Toutes les évolutions ont permis de tirer une partie de ce qu'on avait, quoi, naturellement. On retrouve quand même beaucoup d'abris sous roche comme ça, en haut dans la garrigue, qui après ont été investis par des bergers et ils en ont fait des bergeries. La garrigue. Le mot seul suffit à évoquer des parfums, des images. On imagine de suite un soleil de plomb, les plantes basses adaptées à la sécheresse. Le randonneur d'aujourd'hui croit traverser un milieu aride présent ici depuis la nuit des temps. Ce plateau de garrigue, c'était un milieu naturel.
Alors en fait, la garrigue, c'est absolument pas naturel. Donc à l'origine, on avait des forêts, ce qu'on appelle la forêt méditerranéenne, qui est de la végétation basse. On voit devant nous là. Exactement, comme ici. Et puis après, sous l'action de l'homme, en fait, qui est venu s'installer, qui a commencé en fait à utiliser donc le bois avec les charbonniers, le fait d'avoir mis des moutons et les pâturages, petit à petit, en fait, le paysage va se modifier. Ça va ouvrir les milieux. Et en ouvrant les milieux, on va avoir une grande diversité de plantes, plutôt des herbacées. Alors pourquoi il y a plein de forêts aujourd'hui autour de nous? Alors justement, avec l'exode rural, on utilise beaucoup moins le milieu. Il y a beaucoup moins d'éleveurs, beaucoup moins des charbonniers. Il n'en reste qu'un, à ma connaissance, dans le coin. Et du coup, la forêt est en train de dessus. On comprend que tout cela est nature, homme. Exactement. En fait, la nature, elle est reliée à l'homme et l'homme est complètement en fait en lien avec la nature. Qui dit garrigue, dit calcaire. Qui dit calcaire, dit paysage sculpté par l'eau. Les gorges vers lesquelles nous emmène Isabelle constituent l'un des sites naturels les plus remarquables de la région. Les Concluses de Luçon. 200 mètres en contrebas, nous atteignons le lit d'un petit cours d'eau, l'Aiguillon. L'endroit a servi de refuge aux hommes, protestants, persécutés, résistants de la Seconde Guerre mondiale. Mais plus encore, ce lieu est un refuge pour la faune et la flore, au point qu'un arrêté de protection de biotopes interdit l'accès au canyon de janvier à juin. Le lieu semble hors du temps, hors du monde. Là, on est dans une succession d'émotions. Après le haut, le bas et le spectacle, il est juste époustouflant. On est descendu dans le lit de l'Aiguillon. Et maintenant, voilà, on peut vraiment s'apercevoir du travail de l'eau au fil des années. L'Aiguillon, c'est un affluent de la Cèze. Il coule toujours de cette manière-là? Non, absolument pas. Il ne coule pas toujours de cette façon-là. Là, on a eu des gros orages avec des épisodes cévenols. Donc à ce moment-là, le cours d'eau se remplit très très vite. En 2002, on sait qu'il est monté à peu près jusqu'en haut du portail, c'est-à-dire presque 10 mètres. Ça fait partie des endroits où tu viens avec des jeunes, des scolaires, pour de l'éducation à l'environnement. Comment ils réagissent quand ils viennent là? Ce que je veux, moi, c'est qu'ils prennent le temps, justement, et qu'ils observent, qu'ils s'imprègnent du lieu, qu'ils ne voient pas, par exemple, que du vert, mais presque, on peut dire qu'il y a à peu près une centaine de verts quand on regarde le paysage. Les nuances, quoi. Exactement, voilà. Et en fait, je veux vraiment qu'ils gardent ce lien à la nature. Sentir le vent, entendre l'eau, ça change un peu même son rapport aux autres humains. Ce qu'on dit, que quand on est triste, en fait, la nature, elle est toujours là pour nous consoler. Et je pense que, voilà, que si les enfants s'imprègnent de ça tout petit, ils savent qu'en fait, il y a des lieux magiques comme ça, ici, où on peut venir justement se ressourcer. La nature a offert le décor, mais ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire qui va avec. Surgissant d'un océan de garrigues, le village de Luçon illustre bien que vivre sur un point élevé est une constante de l'occupation humaine. Pour s'en convaincre, nous retournons dans la vallée de la Cèze, dominée par de hauts plateaux. C'est sur l'une de ces terrasses naturelles, en surplomb du village de Laudun, que l'on trouve l'un des sites archéologiques les plus importants de la région, le camp de César. Pourquoi ce site est-il aussi intéressant que cela pour vous autres archéologues, Laurent? Parce qu'il a une durée d'occupation très très longue qui va en gros depuis l'âge du fer, c'est-à-dire l'époque des Gaulois, jusqu'au XIVe siècle où c'est vraiment la fin et l'abandon sur tout le plateau. Plus de 1000 ans d'occupation, ça signifie que du coup, il y a des choses merveilleuses pour vous à fouiller. Voilà, ce qu'on peut appréhender comme ça, c'est l'évolution du mode d'occupation sur le plateau, qui n'est pas le même bien sûr pour les Gaulois, on va dire du 5e siècle avant Jésus-Christ, et pour les Romains, puisque là, à l'époque romaine, on se rattache à la civilisation méditerranéenne des Romains, avec donc des véritables villes, avec des établissements publics, des institutions. Là, on est au cœur de la ville, qui est le cœur à la fois, on peut dire, politique et administratif. De ce côté-là, on a ce qu'on appelle la basilique. En fait, il s'agit d'un bâtiment public
Quand on dit des bâtiments publics, ça signifie qu'il y a de la population. Ils étaient où et on sait à peu près combien? Probablement, vu la surface, donc 18 hectares au maximum de l'occupation, donc 2000 à 3000 personnes. Alors il faut voir que cette ville, en fait, a un territoire vivrier. C'est les vallées qui étaient mis totalement en culture, avec des villas romaines réparties régulièrement, villas romaines dont la plupart du temps sont consacrées à la production, pour le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, de vin. C'est pour une consommation locale ou... Pas du tout. Donc là, c'est la consommation, on va dire, qui va être envoyée dans tout l'Empire romain. C'est vraiment de la production, on va dire, commerciale et qui n'est pas pour but de desservir que la ville. Le nom de camp de César, donné au site au XIXe siècle, est en fait sans rapport avec la réalité historique. D'abord, César n'y est jamais venu, mais surtout ce fut beaucoup plus qu'un camp militaire. Ici s'élevait une véritable ville, sans cesse remaniée, modifiée. Preuve de la continuité de l'occupation, nous voici à l'autre extrémité du plateau, à la chapelle médiévale Saint-Jean de Thodon. Ce lieu, c'est le lieu où on a travaillé pendant 10 ans et on a pu mettre en évidence une permanence de l'espace sacré. Ici, une chapelle romane, on va dire classique, 10e, 12e siècle, avec une occupation du plateau à cet endroit même, au 1er siècle avant Jésus-Christ, par un petit temple qui a une forme très proche de celle de la maison carrée à Nîmes. Avec ce camp de César, je découvre en fait l'importance de l'histoire de cette vallée de la Cèze, de cette partie du Gard. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des espaces un petit peu en marge, qui n'ont pas vraiment d'activité économique en dehors du tourisme. Pour l'époque romaine et jusqu'à assez tard dans le Moyen-Âge, ce sont des espaces extrêmement dynamiques, qui sont en fait les forces vives de l'économie romaine. Plus de 10 siècles d'occupation constante, mais alors pourquoi ici? Le plateau du camp de César, avec ses 18 hectares, résume beaucoup de possibilités au cours du temps, que ce soit de contrôle visuel, de contrôle des voies commerciales, mais aussi d'exploitation d'un riche terroir agricole autour. Lorsque l'on parcourt la vallée de la Cèze, on est frappé par l'omniprésence des vignes. C'est sur la commune de Sabran qu'Alexandre Pau nous attend. Il vit ici, dans cette jolie maison en pierre qu'il a restaurée, une ancienne magnanerie où l'on élevait les vers à soie. Ce professeur d'histoire a trouvé dans les vignes de sa belle famille un terrain d'étude peu commun. Alexandre, est-ce qu'on sait si toutes les vignes autour de nous remontent à la période des Romains? En fait, ce qu'on sait déjà, c'est que dans le secteur, il y avait plusieurs fours qui fabriquaient des amphores. Amphores qu'on appelait les amphores gauloises. Et donc, il y a une autre possibilité de dire que ce terroir est très ancien, c'est que, en fait, il suffit de regarder un petit peu partout dans le sol. Quand on travaille la vigne, en fait, il y a tout un nombre de choses qui remontent du passé. On va faire des vendanges archéologiques. Là, par exemple, si on se baisse, tu vois, regarde. On a ici, tu vois, des morceaux de ce qu'on appelle des tégulas. C'est une tuile à rebord, en fait. Tu reconnais les stries et tu vois l'aspect biscuité. Ça, c'est l'argile qui a été cuite de chaque côté. Et donc, tu vois, c'est beaucoup plus léger qu'un caillou classique. C'est comme ça qu'on reconnaît ce genre de. Ah ouais, au poids, ça sent vraiment. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et si tu cherches, même, on peut trouver des petits morceaux de poterie. Voilà, par exemple, là, ici, tu vois, carrément, là, regarde un morceau de lance d'amphore, quoi. Ah oui, là on voit bien la forme. Exactement. Wow. Les vendanges archéologiques réservent parfois de belles surprises. Il y a quelques années, en retournant la terre, Alexandre a découvert des vestiges parfaitement conservés. Regarde, Ah oui, là elles sont en entier. tu vois. Et alors Eh bien, ça venait sur un toit? Non, pas sur un toit, regarde. Hop, on pose ça là, regarde. Et en fait, tu montes la tuile comme ça. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Ah non, pas du Eh tout. ben, ça, c'est une tombe. Ah ouais. En fait, il faut imaginer qu'ici, il y avait une série de tuiles qu'on appelle les imbriques qui venaient dessus. Et en fait, tu as une tombe qui arrive jusque-là. Tu enfermais le corps du défunt dans un linceul. Et ça, c'est des petits bijoux qu'on a trouvés sur une tombe ici, là, dans le secteur. On sait à quelle période remontent ces bijoux ou pas? Alors, il y a une estimation, c'est une époque de transition entre Rome et puis l'époque chrétienne. Donc, on est ici sur un site qui est une nécropole paléochrétienne, on va dire. Donc 4e, 5e 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Ouais.
Tiens, je te les rends. Merci beaucoup. Passionné de patrimoine, Alexandre a créé une association Muse et Hommes pour valoriser les richesses de son village. Il y a quelques années, cette petite chapelle romane construite sur les bases d'un édifice romain était en ruine, à l'abandon. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa toiture de lauze, sa splendeur. Mais pour bien comprendre le sens de cet engagement, Alexandre nous emmène en pleine forêt, à l'écart du village, loin de tout. Ah, voilà ce que je voulais te montrer. C'est ce qu'on appelle une capitelle. Et imagine-toi qu'il y a un an encore, il y a une grosse partie de cet édifice qui était par terre. Et avec l'association, on a passé plusieurs jours et puis on l'a remise un peu en état, tu vois. Il y avait une partie du toit qui s'était effondrée. Alors viens voir. Regarde sur la tête. Regarde, on arrive même à tenir debout. Ah ouais, c'est incroyable, on s'en doute pas à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Alors, dis-moi, comment ça tient? Parce que là, en fait, il n'y a pas de mortier, c'est ce qu'on appelle la pierre sèche, c'est ça? C'est monté en pierre sèche et c'est monté avec une voûte en encorbellement. Si tu regardes bien, en fait, chaque pierre est en débord l'une de l'autre jusqu'au sommet et ça forme une voûte. Et ça tient grâce au poids. C'est juste un savoir.